Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la saison estivale de la Maison de la Presse de l'Essac. Un premier grand rendez-vous, c'est ce mercredi 15 juin à 19 h à la Maison de la Presse à l'Essac. Nous recevons Frédéric Perrault. Et oui, ce jeune scénariste parisien, il s'arrête rien que pour nous présenter son nouveau roman. Cette nuit qui m'a donné le jour, il nous avait conquis avec Pour une heure oubliée que nous avions soutenu lors de la délibération Prix Maison de la Presse 2021. Donc, je vous donne rendez-vous ce mercredi 15 juin à partir de 19 h. La Maison de la Presse vous offrira une petite collation. On fera connaissance avec ce jeune auteur parisien. Pour mieux le connaître, vous pouvez aussi réécouter l'interview qu'on avait fait l'année dernière. Donc, je vous laisse avec cette interview et je vous donne rendez-vous le mercredi 15 juin, 19 h à la Maison de la Presse de l'Essac. Bonsoir, on vous appelle ce soir parce que donc après délibération, mais ça a été très vite fait, nous vous avons retenu pour, voilà, pour votre premier roman, hein, c'est ça? Premier roman, oui, c'est ça exactement. Voilà, pour donc le prix des Maisons de la Presse. Bah, super, je suis très flatté, merci beaucoup. Demain nous défendrons donc votre titre. Moi j'ai beaucoup aimé et Jérôme, voilà. Voilà, on va en parler tout à l'heure du livre, mais on va revenir juste sur Frédéric. Frédéric, scénariste, réalisateur dans le théâtre, la chanson, le cinéma. Parlez-nous un petit peu de votre parcours avant d'arriver à ce premier roman. Alors moi j'ai commencé par des études de cinéma. J'ai fait une école tout de suite en sortant après le bac, une école voilà, pour être. Je savais pas trop ce que je voulais faire au départ. Ce que je savais, c'est que je voulais raconter des histoires. Moi, je savais pas forcément ce que ça voulait dire au départ. Et puis ça s'est très vite voilà, dirigé vers la réalisation d'abord, qui est aussi une façon de raconter des histoires, en tout cas de leur donner une nouvelle lecture après l'écriture du scénario. Et l'écriture de scénario est venue voilà, en même temps que ce plaisir-là d'apprendre des métiers un peu plus techniques de la réalisation. Donc voilà, moi l'écriture, ça a été d'abord l'écriture plus côté cinéma, enfin, et voilà, le premier roman ensuite, là c'était un plaisir, j'avais envie de découvrir une autre forme d'écriture qui me tentait depuis un moment, et donc là je me suis lancé. Pour une heure oubliée, c'est donc votre premier roman. Comment vous est venue cette idée voilà, on oublie pendant une heure et ça change toute sa vie. Ça vient d'où cette idée comme ça? Déjà, moi j'ai toujours été fasciné par l'idée qu'une existence tout entière peut être déviée par une heure ou par une minute ou même une seconde parfois. C'est un peu le point de départ, c'est-à-dire on va avoir comme ça une soirée, une heure que le héros oublie. Et toute l'histoire du roman est de raconter les conséquences de cette heure oubliée sur l'existence tout entière du héros. Et donc on va avoir un récit comme ça morcelé entre passé, présent et futur pour petit à petit construire enfin mettre en lumière des petits bouts de la vérité de cette heure oubliée. On a du mal à le cataloguer cet ouvrage, c'est pas un polar, c'est plutôt un drame avec du suspense. Comment vous pourriez nous le cataloguer? Oui, roman à suspense, je crois que c'est une bonne définition. J'ai utilisé des codes de polar peut-être, donc c'est vrai qu'il y a un côté comme ça c'est une enquête, mais c'est surtout une quête intime en fait. Ce héros, il se souvient pas de cette heure-là qui a défini tout le reste de son existence, et donc lui, son but c'est d'essayer de comprendre ce qui est arrivé pour finalement se comprendre lui. Donc voilà, c'est une enquête, mais une quête intime, je crois aussi, de ce personnage principal. Moi j'en ai fait un petit résumé tout à l'heure, mais je pense que vous êtes plus à même de nous le résumer cet ouvrage. Vous pouvez nous faire un petit pitch comme ça là? C'est l'histoire d'un homme qui est responsable d'un crime dont il n'a aucun souvenir. Voilà, il va dans une soirée, il va boire un verre avec une femme, il va s'isoler avec elle dans une pièce, il va s'assoupir et quand il va se réveiller, cette femme va être morte à ses pieds. Et voilà, toute l'histoire du roman va être de raconter les conséquences de cette oubliée sur l'existence du héros. Oui, avec ces personnages autour, c'est aussi une question d'amitié avec Paul, avec Sandra, avec tous ces personnages autour. Et vous avez réussi comme ça à les amener petit à petit, ou c'est vraiment une idée au départ et puis après on dégrossit, ou ça vient au fur et à mesure de l'écriture? Alors, ce que je trouvais intéressant, c'était de questionner le couple, afin que ce secret-là permette ça, questionner le couple et l'amitié. Comment un couple survit à un secret comme ça qui ressurgit, comment une amitié de longue date
voilà, survie à ça. Je trouvais que c'était une bonne manière d'attaquer le roman. On est dans ce couple qui est d'ailleurs dans une espèce de routine comme ça qui angoisse un peu le héros d'ailleurs. C'est un couple qui est ensemble depuis des années et voilà, ce secret va venir changer la donne. Voilà, je trouvais que c'était... Tout ça est empreint de nostalgie. On ressent beaucoup de nostalgie. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnages à la fois. Ce héros, il a 30 ans quand on est dans le passé, il en a 50 quand on est dans le présent, il en a un peu plus quand on est dans le futur. Et donc, voilà, quand il a 30 ans, c'est un personnage qui est insouciant, qui est vendeur de glace. Il est bercé d'illusions comme ça, et ce drame et cette heure qu'il a oubliée va venir complètement dévier ce destin-là. Donc forcément, il se souvient de sa vie d'avant avec une certaine nostalgie. Ouais. Je trouvais que le symbole de ce camion à glace était une bonne manière comme ça de... Oui, on en dira un petit mot sur la couverture tout à l'heure, mais passé, présent, futur, c'est un peu la marque de fabrique. Alors c'est le style de Frédéric Perrault? C'est quoi on peut s'attendre? C'est un style, en tout cas, moi j'aime bien les histoires qui racontent une grande partie de la vie d'un personnage, et là c'est le cas, c'est 20 ans de la vie d'Émile. Et voilà, je trouvais que cette construction en différentes temporalités permettait de donner du rythme et puis surtout de mettre en parallèle comme ça les différentes phases de sa vie et les conséquences de ce drame. Donc je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'était un plaisir d'écriture, j'espère que ce sera un plaisir de lecture. Vous avez été... Pardon, Val, Je dis oui, c'est un plaisir de lecture, c'est sûr. C'est gentil, merci. Vous avez mentionné à la fin de votre ouvrage Olivier Noiret. Quel est votre rapport? Parce qu'on est en Aveyron ici, on a fait un petit, hier soir on a fait un petit essai et je vous en parlais justement. Olivier Noiret qui est très connu chez nous en Aveyron puisqu'il a des origines, ses parents sont aveyronnais, il habite en Aveyron. Quand j'ai vu son nom à la fin, j'ai dit c'est incroyable. En 2019, j'étais dans le jury des prix Maison de la Presse et j'ai défendu Surface d'Olivier Noiret. Pour son ouvrage, pas pour Olivier Noiret, mais pour le contenu de son ouvrage. Et ça s'est avéré payant puisque mes collègues de toute la France étaient aussi unanimes derrière cet ouvrage-là. Et là, je revois écrit Olivier Noiret et pour une heure oubliée, je vais le soutenir demain parce que c'est aussi l'ouvrage qui m'a vraiment donné envie d'être derrière pour ce prix. Alors, Olivier Noiret, on travaillait avec le même producteur sur un projet. Voilà, et donc je m'étais permis de le contacter parce qu'au moment où mon roman était dans le manuscrit, j'avais lu ses romans, que j'avais beaucoup aimé, et je m'étais permis de lui poser quelques questions, lui demander quelques conseils. Voilà, en plus d'être un homme de talent, c'est une grande délicatesse et qui m'a répondu avec beaucoup de gentillesse et qui m'a donné un peu comme ça l'élan qui m'a donné déjà des conseils importants, qui ont été importants pour clôturer ce manuscrit, et puis d'oser le présenter à des éditeurs. C'est pas une démarche forcément facile quand on a fini un texte, mais c'est toujours... Là vous me faites la transition justement parce que voilà, c'est le premier roman, il faut arriver à convaincre des éditeurs. Et alors on le connaît un petit peu cet éditeur, mais c'est pas un gros éditeur, hein, c'est pas Grasset, c'est pas Michel Lafon, c'est Mialet Barreau. Moi j'en ai dit un petit mot tout à l'heure quand j'ai présenté votre ouvrage, et ça a été la fusion entre les éditions Barreau qui existaient déjà et Madame Mialet, c'est ça? Les éditions Mialet Barreau viennent d'être montées l'année dernière, donc c'est 2020, ouais. C'est une toute nouvelle édition, mais c'est deux éditeurs qui... Enfin, moi, pour l'anecdote, c'est des éditeurs qui existent, des auteurs que je lis depuis 20 ans. Bernard Barreau et Betty Mialet. Quand j'avais 15 ans, moi, je me suis pris une claque littéraire en lisant les premiers romans de Philippe Dian, 37 de le matin, Zone érogène, Bleu comme l'enfer. Et je me rappelle de l'ado de 15 ans que j'étais, qui avait lu ces romans-là et qui avait retenu les éditeurs, en me disant que, voilà, qui étaient les éditeurs qui avaient le cran de pouvoir éditer des textes comme ça. 20 ans plus tard, je leur envoyais le manuscrit de mon premier roman, donc imaginez mon émotion quand ils m'ont rappelé en me disant qu'ils voulaient m'éditer et que je sois le premier roman de leur nouvelle maison d'édition, parce qu'ils étaient directeurs de chez Julliard avant. Et voilà, ils ont monté là leur édition, cette audace-là, dans une période un peu particulière, l'année dernière. Donc voilà, je suis hyper honoré de travailler avec eux, c'est vraiment des éditeurs assez incroyables, et donc je suis très très honoré de travailler avec eux. C'est vous qui avez proposé cette couverture? Oui, en tout cas, j'ai parlé de cette idée de camion à glace parce que ce que je vous disais tout à l'heure, je trouvais que c'était un symbole intéressant
parler du personnage, de cette nostalgie et de ce drame. Elle a quelque chose d'un peu, à la fois le camion à glace, je trouve que c'est quelque chose de rassurant, c'est une espèce de souvenir d'enfance du camion à glace qui nous attend devant le collège. Et en même temps, là, il est un peu inquiétant, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il est un peu rouillé, voilà. Donc c'est Laurent Cher qui est graphiste et qui a complètement retravaillé ce camion à glace pour qu'il prenne la forme de celui qui est dans le roman. Mais... Dans le prix des Palanges qu'on a fait pour la première fois en début d'année à l'ESSAC, j'avais justement, moi, porté toute l'attention aussi. Alors évidemment, il y a le contenu des livres, mais on avait fait, comme là j'ai fait la présentation des 6 finalistes pour les maisons de la presse, j'avais fait une présentation et je souhaitais que la couverture, la 4e de couverture aussi soit prise en compte, parce que quand on rentre dans un magasin, souvent, ou dans une librairie, ou dans une bibliothèque, mais une librairie principalement, on doit être attiré par quelque chose. Des fois, c'est la couverture qui va nous amener vers cet ouvrage. Et la deuxième chose que l'on va faire, on va tourner le livre pour voir la 4e de couverture. Et moi, dans mes critères, j'avais souhaité qu'on tienne compte de ça aussi, parce que le livre, il faut qu'il se vende aussi, et ça a quand même un objectif incroyable, une couverture réussie. Et ouais, c'est très dur d'ailleurs, je trouve, le choix d'une mais c'est sûr. couverture, parce que ça dit des choses déjà, il faut que ça dise les choses qui correspondent au roman. Ouais, c'est une vraie... C'est très important. Ouais, en effet, c'était pas évident. J'ai mis du temps à trouver celle qui convenait, voilà, qui racontait le mieux possible le roman. Mais on m'a posé la question, est-ce que vous aimez les glaces au moins? Alors oui, mais peu de parfum. Moi je suis très vanille, chocolat, je suis très classique. Très classique. Alors il y a ça, je crois, à l'hôtel-restaurant Casarazaf, et on peut trouver ça sans problème. En tant que aussi, vous avez touché au cinéma, on peut imaginer, est-ce qu'il n'y aura pas une adaptation cinématographique pour Une heure oubliée? Alors, je ne sais pas si je peux le dire. En tout cas, oui, on est en train là, de signer, de vendre des droits pour une adaptation. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Bonjour. Bon, on sera ravis en tous les cas, parce qu'on tardera de regarder le film. Vous qui avez touché aux deux, en quoi est différente l'écriture d'un scénario pour le cinéma et puis l'écriture d'un livre? C'est une écriture assez différente, c'est une écriture très normée, l'écriture d'un scénario, parce qu'elle se heurte à des paramètres de faisabilité, de coût. Donc voilà, on a forcément un producteur qui nous tape sur l'épaule en disant attends, cette scène, comment on va la faire, voilà, quel coût elle va avoir. Donc voilà, c'est une écriture, c'est un exercice hyper agréable, mais assez forcément équilibré. L'écriture d'un roman, c'est aussi tout le plaisir, moi, de venir, c'est que voilà, on est seul face à son histoire, on peut se permettre, voilà, c'est le champ de tous les possibles, et ça, c'était assez jouissif de pouvoir partir dans toutes les directions sans penser à une faisabilité. Donc voilà, c'était vraiment ce plaisir-là, et cette différence, elle est là, et c'est ce qui fait aussi le plaisir de l'écriture. Vous allez le renouveler, ce plaisir, c'est-à-dire qu'il y a un ouvrage en préparation. Quels sont vos projets là, sur le cinéma, sur l'écriture? Oui, je suis sur le deuxième en ce moment. Ouais, j'avance, voilà, avec ces périodes de doux, de réflexion intense dont parlait Caroline Normand tout à l'heure. Voilà, c'est à chaque fois une épopée, on espère toujours arriver au bout. Mais en tout cas, ouais, j'y travaille activement. Bon, vous avez dû, j'imagine, être ravi d'apprendre que vous étiez dans les 6 finalistes du prix des maisons de la presse. Ouais, j'étais très très honoré. Et alors c'est une sélection d'un pays qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi j'ai des souvenirs d'enfance avec mes parents dès qu'on partait en vacances comme ça. C'était presque un passage un peu obligé, les maisons de la presse. Voilà, c'est vraiment des images que j'ai comme ça d'enfance. Et puis plus récemment, moi, je sais pas si je l'ai raconté d'ailleurs au libraire de la maison de la presse du Touquet, mais un an avant les bouquins sortent, j'étais devant cette vitrine de la maison de la presse du Touquet en regardant un petit peu les romans qui étaient mis en avant. Je n'imaginais pas une seconde qu'un an et demi après, il serait dans cette vitrine et il était en coup de cœur. Enfin voilà, c'est une émotion vraiment. Je suis très honoré. J'imagine que vous attendez avec impatience la délibération aussi, puisque nous allons savoir, nous, demain soir, mais Christine nous l'a dit. Maintenant, on verra bien, ouais. Ouais, voilà, mais je pense que effectivement, c'est une attente. Bon, j'en avais parlé avec Olivier Norek aussi quand il savait qu'il était dans les finalistes. Voilà, une attente qui quand même est importante par rapport à... Surtout là, vous êtes sur un premier roman,
je suis persuadé que ce prix peut nous apporter doublement, mais C'est sûr. déjà, hein, on est les deux à l'avoir lu, on est tous les deux d'accord. Je suis persuadé qu'à l'ESSAC, ça va déjà être une très très belle vente, avec ou sans le prix des maisons de la presse en tous les cas. Est-ce que vous connaissez l'Aveyron? Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc ce serait Donc une voilà, petite ça rencontre. sera l'occasion de venir à l'ESSAC, parce qu'on a toujours la question qui nous brûle la langue. Nous, c'est Frédéric Perrault. Eh bien, on l'attendra avec impatience en tous les cas, parce qu'on va vous soutenir demain pour le prix des maisons de la presse 2021. Anne, je ne sais pas si tu veux lui dire un petit mot à Frédéric. Vous allez voir, on va essayer d'être fort. Mais c'est gentil, je suis très touché, merci. Voilà, on va vous soutenir. On a beaucoup aimé tous les deux, ça, voilà. Donc on va vous soutenir. Comptez sur nous. Voilà, et puis après, on verra avec Christine pour la tournée, si c'est le prix, pour la tournée, qu'on puisse avoir Frédéric Perrault. Même s'il n'y a pas le prix Maison de la Presse, Frédéric Perrault, on vous attend, nous, avec impatience, un jour à l'ESSAC, pour organiser quelque chose, parce que je suis persuadé qu'on a plein de choses à se dire. Comme ça, on fait de la dédicace, mais on fait beaucoup de la rencontre, nous, et moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, évidemment. De toute façon, un engendre l'autre, David Fuenquinos, on lui a dit, il va, je l'espère, venir nous voir en fin d'année. C'est quand même monsieur David Fuenquinos, hein, et on travaille sur l'opération pendant 6 mois avant. Quand un auteur vient chez nous, eh bien, on le fait découvrir pendant au moins 6-7 mois avant. Ses livres sont là, ils sont découverts, même l'auteur on le fait connaître à tout le monde, on en vend des quantités astronomiques, mais ça, faut pas trop le dire, on va faire des jaloux chez les autres. Mais voilà, c'est parce que nous, quand un auteur s'engage à venir chez nous, eh bien, on va tout faire en tous les cas pour que ce soit dans les meilleures conditions et qu'on passe une soirée à discuter devant le public et à dédicacer des livres. Eh ben, j'en suis ravi. Merci Frédéric, en tous les cas, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Caroline, merci Christine, merci Frédéric d'avoir été ce soir avec nous pour l'émission Prix Maison de la Presse 2021. Je vous dis à demain Christine en tous les cas, et puis bon courage Frédéric, Caroline à l'ESSAC, à très vite. Ça fait un signe. Merci à tous les trois, à très bientôt.